Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Contre-Attaque. On arrive après quelques semaines d'absence, on revient, on profite d'un petit temps de récup pour nous suiveurs entre le Giro et le Tour de France et forcément la période le veut, on va parler un petit peu plus grand tour dans le Contre-Attaque d'aujourd'hui et on va parler des baroudeurs. Les baroudeurs, voilà une caste à part dans le cyclisme, peut-être un petit peu en voie de disparition aujourd'hui, mais ça on aura le temps d'y revenir. Pour m'accompagner, comme d'habitude dans l'émission Contre-Attaque, je crois qu'il est présent depuis le début, c'est Nico. Salut Nico, comment vas-tu ? Bonsoir, bonjour Adrien, bonjour Simon, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce format Contre-Attaque. En ce qui concerne la vidéo, donc dans Enlève tes roulettes spécial profil baroudeur, puisque c'est ça qu'on parle ce soir, je ne sais pas quand sort ce numéro de Contre-Attaque, mais sachez que l'émission des baroudeurs est déjà enregistrée et qu'elle sortira bientôt, enfin dans le courant du mois de juin, au début du mois de juillet. Donc, vous l'aurez, si vous ne l'avez pas déjà sur la chaîne, vous l'aurez bientôt, où là, on parle des spécificités du profil du baroudeur, ce qu'on ne va pas forcément faire aujourd'hui. Mais si vous êtes débutant et que vous suivez l'émission Contre-Attaque, qui demande quand même pas mal de concepts cyclisme pour comprendre un peu les enjeux et les sujets dont on essaie de parler, ben voilà, vous avez cette série Enlève tes roulettes qu'on continue et qu'on est ravi de faire. Mais aujourd'hui, c'est la série Contre-Attaque. Et puis, Adrien, comme tu l'as dit, ravi de participer à chacune des émissions de Contre-Attaque depuis le début, car c'est un très très bon format. Et tu fais bien effectivement de faire du lien entre nos différentes émissions, parce que on essaie sur Radio Fringale de proposer le maximum de choses, et pour toutes les personnes qui s'intéressent au cyclisme et qui ont plus ou moins de connaissances. Donc n'hésitez pas aussi à nous partager vos idées, vos envies, que ce soit de nouvelles émissions ou bien même de sujets à traiter, notamment dans Contre-Attaque. On note tout ça quelque part, et quand on a le temps, l'énergie, on s'y attelle, et c'est avec plaisir qu'on peut répondre à vos sollicitations. Pour nous accompagner, tu l'as salué dans ton introduction, c'est Simon qui va être avec nous pour parler des baroudeurs. Salut Simon, comment vas-tu ? Salut Adri, salut Nico, bonjour tout le monde, très content d'être présent pour cette émission sur les baroudeurs, puisque mon coureur favori est un baroudeur, puisqu'il s'agit de Thomas de Gendt. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux en tant que baroudeur, donc je suis ravi de parler de cette, comme tu as dit, caste de coureurs qui peut être parfois un petit peu lésinés, en tout cas même par le grand public, alors que pourtant, ce sont peut-être eux qui nous offrent le plus grand spectacle en général. Eh oui, effectivement, c'est aussi parfois grâce à eux qu'on ne s'ennuie pas toute la journée en regardant les étapes, mais ça on va avoir le temps d'en reparler avant de rentrer dans le vif du sujet. Un petit rappel, si vous nous découvrez, que vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit like, un petit commentaire, on est ravis d'échanger avec vous, et puis ça nous soutient aussi dans ce qu'on fait et dans tout ce qu'on essaie de vous proposer. Messieurs, alors, l'émission, les baroudeurs. En fait, moi, ce que j'avais envie de faire sur cette émission, c'est de se poser un petit peu la question, plus largement, des baroudeurs dans un grand tour, parce que c'est souvent là qu'on les voit le plus souvent, mais aussi dans le cyclisme professionnel de manière générale. De parler un petit peu de ces coureurs, et c'est souvent, on le dit, ils arrivent parfois à remporter une victoire d'étape, et c'est le summum d'une carrière, pour des gars qui ne sont pas Pogačar, Vingegaard ou autres, et qui sont habitués à gagner, ou encore des sprinters qui ont beaucoup plus de chances de lever les bras. Et donc l'idée aussi, on a vu au fur et à mesure, on va en reparler après, des choses mises en place par certains grands tours pour essayer de mettre en avant ces baroudeurs, de les récompenser. Et la question générale qui va nous intéresser aujourd'hui, comment récompenser les baroudeurs en grand tour ? Donc déjà, avant de partir un petit peu dans des explications un petit peu pointues, je pense que c'est bien d'essayer de définir les baroudeurs, ce que c'est rapidement. Alors tu l'as dit, Nico, vous avez fait un Enlève tes roulettes spécial dessus, donc du coup j'invite tout le monde à aller écouter l'émission. Mais est-ce que rapidement, Nico, tu peux résumer ce qu'est un baroudeur ?
Un baroudeur, c'est un coureur qui n'a pas de qualité spécifique lui permettant de jouer la gagne sur un terrain donné. Donc je spécifie ce que je dis, c'est qu'en gros, c'est un coureur qui ne peut pas attendre le moment décisif d'une course pour espérer gagner, car il n'en a pas les qualités. C'est des coureurs qui ont beaucoup de qualités, qui sont en général assez complets, mais qui n'ont pas ni la pointe de vitesse, ni le niveau athlétique physique supérieur, qui leur permet réalistiquement de pouvoir batailler avec les meilleurs coureurs du monde et ainsi avoir une chance de gagner une étape, que ce soit une étape de sprint, une étape de montagne, une étape vallonnée, une arrivée en côte, etc., etc. Donc ces coureurs qui sont, en fait, c'est des coureurs qu'on appelle, c'est des équipiers, hein, c'est des coureurs, voilà, qui ne sont pas des coureurs de premier plan en général, sauf pour certains spécialistes du domaine. Et ben, Simon avait parlé de Thomas de Rennes, il va pouvoir en parler, je pense, après, quand il aura la parole, justement de certains de ces profils. En général, ce sont des coéquipiers dans d'autres circonstances de course, mais qui ont soit par rapport à une stratégie d'équipe, soit par rapport à un bon pour attaquer personnel. Leur équipe leur donne carte libre aujourd'hui. Ils partent à l'avant pour prendre de l'avance sur les principaux favoris, le peloton, les équipes, etc., pour tenter de s'isoler avec un petit groupe ou en solitaire pour remporter la victoire, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de gagner. Parce que s'ils attendent les derniers kilomètres ou les moments décisifs d'une course, ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Est-ce qu'on rappelle, hein, un peloton du Tour de France, ben, c'est 22, 23 équipes fois 8 coureurs, donc en tout cas au début d'une course, après ça s'émiette, donc vous voyez bien que sur les plus de 150, plus de 160 coureurs qu'il y a dans le peloton du Tour de France, sur un profil donné, il y a peut-être une poignée de coureurs qui peuvent réalistiquement dire aujourd'hui c'est pour moi, je vais la gagner, je vais être le meilleur. Mais pour les dizaines et dizaines et dizaines, voire les centaines d'autres, en fait, s'ils ne font rien, donc soit s'ils ne sont pas équipiers d'un grand leader, soit s'ils ne sont pas un leader eux-mêmes, c'est une journée de perdu quelque part. Alors ça peut être bien pour se reposer, soigner des bobos ou rouler, on va dire, tranquille dans les roues. Mais enfin, si on veut pouvoir animer la course et faire partie des coureurs qui ont une chance de gagner ou de montrer le maillot, on est obligé de partir à l'avant et c'est ce qu'on appelle un baroudeur. Bah, merci pour tes explications. Simon, tu l'as dit dans ton introduction, hein, t'es Thomas de Rennes, c'est ton coureur préféré et qui est baroudeur. Alors, est-ce que tu peux, du coup, toi, nous expliquer ce qui te plaît chez un baroudeur et qu'est-ce qui fait, en gros, que t'as aimé un coureur de la trempe de Ghent qui n'hésitait pas à attaquer, à se porter à l'avant et puis qui faisait preuve d'une combativité assez extraordinaire. Oui, bah c'est ça. Déjà, le premier point, c'est la combativité. Ce sont des coureurs qui échouent beaucoup plus souvent qu'ils ne réussissent au final, puisque les baroudeurs, en général, je n'ai pas les statistiques, mais je pense que 9 fois sur 10, ils se font reprendre justement par le peloton. Il faut avoir de la combativité, de la persévérance. Il faut être aussi très intelligent, et je pense que peut-être que certains disent, bon, bah, le vélo, il faut juste pédaler, et voilà, c'est le plus fort qui gagne, alors que c'est pas tout le temps le cas. Pour être baroudeur, il faut être très intelligent déjà pour sentir le bon coup, la bonne échappée pour partir à l'avant. Et puis ensuite, si tu peux jouer la victoire devant, savoir se jouer de ses compagnons d'échappée. Voilà, beaucoup de résilience, de la combativité, de la polyvalence aussi. Voilà, quand certains coureurs sont vraiment spécialisés dans un domaine et du coup dans tous les autres, ils sont mauvais. Mauvais, toute proportion gardée évidemment, ça reste des professionnels, mais là où ils sont pas très bons par rapport aux autres, eux, ben, au final, ils sont un petit peu bons partout. Et moi, j'aime bien aussi cette régularité, cette polyvalence, même dans tous les sports. J'aime beaucoup les athlètes complets. Voilà, c'est ça qui fait que j'aime beaucoup le profil des baroudeurs. Ok, merci pour ces explications. Alors, bon, du coup, c'est vrai, vous l'avez dit, hein, c'est des coureurs qui n'ont pas souvent la chance, hein, de lever les bras. Ils ont beaucoup moins de victoires professionnelles à la fin de leur carrière, voire il y a des coureurs qui en ont malheureusement pour eux pas du tout quand certains leaders sont entre 50 ou arrivent à 100 victoires. Parce que maintenant, Adrien, si je peux me permettre, Oui, par rapport à ta remarque, c'est qu'on vit dans un cyclisme un peu parallèle ou dystopique en ce moment, où le numéro 1 mondial est également le meilleur baroudeur du monde. aussi, oui. Là, c'est encore un autre. C'est assez paradoxal Ouais. parce que d'habitude dans les cyclismes,
On a des leaders protégés qui attendent la fin ou qui attendent des moments décisifs pour faire la différence, que ce soit un grimpeur ou un sprinter ou un rouleur contre la montre, dans le cas d'une épreuve contre la montre. Aujourd'hui, on a un meilleur coureur du monde qui, en fait, dans les faits, peut partir à 50, 60, 70, voire 100 bornes de l'arrivée et se comporter dans les faits comme un baroudeur, sauf qu'évidemment c'est un leader puisque c'est le numéro 1 mondial, mais qui, dans les faits, se roule comme si c'était un baroudeur ou un électron libre, on va dire, un Ouais, outsider. ouais. Mais... Alors qu'en fait, c'est juste que, ben, salut, je me casse, je vous défonce tous et puis salut. Non, mais c'est assez drôle de penser ça. C'est-à-dire que si on se réfère à la description qu'on en a fait, c'est-à-dire un coureur qui anticipe, qui fait de longs kilomètres, comme l'a dit Simon, qui est combatif, qui essaie, etc. Sauf que là, c'est le ratio inverse, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, il gagne. ouais, Non, c'est mais vrai que c'est à peu très près ça dans les bizarre. proportions. Après, Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais par contre, pour moi, dans la catégorie des baroudeurs, il y a aussi le truc qu'ils gagnent pas beaucoup. Ils ont peu de chances de réussite. Et je trouve que Ah, ça rentre pas dedans. Effectivement, dans les critères, ça rentre pas du donc tout. là, Pogacar, pour le coup, il est un peu hors concours, mais pour moi, il y a vraiment cet esprit-là du baroudeur. C'est un peu. Bah, de toute façon, en gros, comme tu l'as dit, hein, vous l'avez dit tous les deux, je suis moins bon dans tel ou tel truc, et si j'attends la fin, je vais jamais y arriver. Donc du coup, bah, je tente ma chance. C'est un peu, bah, j'ai rien à perdre. De toute façon, je vais perdre, donc j'essaie quelque chose et je me bouge. Et voilà, je trouve que là, pour moi là-dessus, le baroudeur, en fait, c'est un peu, si t'es pas sprinter, puncher ou grimpeur, t'es baroudeur, quoi, presque. C'est pour ça qu'il faut presque pas. ça. C'est pour ça qu'il faut pas confondre baroudeur et attaquant. Mm. Ouais, On non, peut mais... être un baroudeur est nécessairement un attaquant. Un attaquant n'est pas nécessairement un baroudeur. Ouais, c'est juste la distinction qu'il faut faire, je pense. Ouais, mais exactement, t'as bien raison d'apporter ces précisions. Euh, donc du coup, je disais que bah, les grands tours ont petit à petit mis des choses en place pour récompenser ces baroudeurs. Alors on va faire un petit peu le tour de ce qui existe, hein, sans forcément être exhaustif, mais c'est pour avoir une idée de ce qui est fait. Là, on sort du Giro. On sait qu'il y a un classement de la Fuga qui compte le nombre de kilomètres passés à l'avant. On a également sur le Tour de France et sur beaucoup d'autres épreuves le prix de la combativité qui est désigné par un jury à la fin de chaque étape, et il y a même le super combatif qui est aussi désigné par un jury en prenant l'ensemble du Tour de France. Je crois que sur le Tour d'Espagne c'est un petit peu pareil. Il y a aussi on sait que sur le Tour de France c'est le dossard rouge qui est porté par le coureur le plus combatif de la veille, et voilà, mais ce titre de super combatif est toujours maintenant désigné sur les grands tours. Il existe, alors sur le Tour de France, hein, ça fait depuis les années 50 qu'il y a un super combatif. Et le Giro s'y est mis en 2001 et le Tour d'Espagne en 2012. Alors le super combatif, c'est encore autre chose, on aura peut-être le temps d'en parler, mais bah, déjà, voilà, j'aimerais bien savoir déjà ce que vous pensez un petit peu de ce classement de la combativité, et puis expliquer aussi comment est-ce qu'il est, comment est-ce il est pensé et construit. Simon, si tu veux commencer pour qu'on alterne. Ouais, je trouve que c'est une super idée. Alors, je ne savais pas que c'était en place depuis aussi longtemps sur le Tour de France, donc c'est une bonne surprise. Mais oui, c'est une bonne chose de décerner bon, c'est un dossard distinctif déjà, donc c'est pas un maillot, mais on en parlera peut-être après des maillots, mais déjà avoir un petit dossard distinctif pour un coureur qui s'est battu la veille, je trouve que voilà, c'est un symbole de reconnaissance quand même, de dire bah voilà, on reconnaît que tu as fait des efforts, tu as tout donné. C'est parfois le vainqueur et des fois non, c'est juste un mec qui s'est battu, qui s'est fait reprendre à la fin. Donc voilà, le côté super combatif aussi à la fin, c'est une forme de récompense aussi, même si, bon voilà, on se dit c'est un jury, alors est-ce qu'il faudrait peut-être l'améliorer? Sans doute qu'on peut encore faire mieux. Là, j'ai pas d'idée précise. Est-ce que le jury, on pourrait peut-être intégrer le public? Je sais pas je pense pas que ça se fasse. Ça peut être une idée, mais oui, le concept de super combatif et de combatif pour les étapes, pour chaque jour, je trouve ça très intéressant. Il y a une voix des internautes maintenant qui a été mise en place alors sur le Tour de France.
Alors je sais pas exactement comment ils font, si c'est direct sur ASO, les réseaux sociaux, mais il y a voilà, les internautes qui votent, c'est en place depuis 2016-2015, et, euh, et voilà, du coup ils votent après chaque étape et ça donne une voix. Nico, à toi la parole. Alors moi, sur ces récompenses, ces classements, je vais avoir un avis qui est, on va dire, j'essaie de prendre un peu de recul par rapport à ça, dans le sens où s'il y a bien quelque chose qui doit pas faire l'objet d'un classement, mais qu'en même temps on cherche, il faut absolument qu'on les récompense ces coureurs, parce qu'après on va passer à la prochain chapitre de discussion, c'est bien les baroudeurs. Parce que pour moi, la notion de classement, que ce soit un classement au point pour le maillot vert par exemple, enfin le classement par point ou le maillot de la montagne, ou un classement général avec une notion de temps, de chronomètre, pour moi, ça indique, en tout cas ça oriente vers la performance. Il faut être le meilleur dans cette catégorie. Euh, et ça va en fait à l'encontre de la définition qu'on a donnée du baroudeur avant. C'est-à-dire que quelqu'un qui va, un cycliste, un bon coureur qui va se dire à quoi bon faire 12e du Tour de France en me donnant à fond, alors que je peux remporter un classement, un maillot distinctif. S'il y avait un maillot distinctif du baroudeur, ben ces coureurs-là, qui pourraient remporter du coup une belle prime, une belle exposition et compagnie, viseraient des classements par rapport en face de coureurs dont ils sont en fait supérieurs physiquement parce que c'est des co-leaders ou des lieutenants ou des bons coureurs, mais qui peuvent pas aspirer à autre chose. Donc, faire bien attention quand on essaie de chercher la récompense. Alors, le classement du nombre de personnes qui a fait des kilomètres en échappée, c'est bien, c'est pas mal. En tout cas, d'un point de vue statistique, pour nous, c'est toujours très intéressant C'est comme objectif, observateur de quoi. dire, Ouais. voilà, c'est très intéressant de dire que celui qui a fait le plus long d'échappée, machin, des choses comme ça. Mais enfin, ça dit pas grand-chose de l'impact du coureur, parce que moi, je me souviens d'avoir certains coureurs qui faisaient énormément de kilomètres en échappée, qui étaient toujours dans les trois dans le top 3 de ce classement au Grand Tour. Mais on a des mecs qui, à part avoir montré le maillot en échappée, n'ont pas absolument pas pesé sur la course, n'ont jamais eu une seule chance de gagner une étape, mais sont juste allés représenter. Comment dire, voilà, faire de la publicité pour le maillot à l'avant, en fait. C'était basiquement ça. Mais non, non. Donc c'est un peu un biais en disant, ben oui, à ce moment-là, on peut aussi mettre dans le classement le gars d'une équipe de sprinters qui va faire toujours les 100 premiers kilomètres d'une étape ou 150 premiers kilomètres d'une étape avant l'emballage final, pour contrôler l'échappée et rouler face au peloton. Je veux dire, il n'est pas moins méritant que le mec qui fait les mêmes 150 kilomètres, mais dans une échappée à 3 minutes devant. Tu comprends ce que je veux dire? Enfin, c'est le même type d'effort. Donc à ce moment-là, c'est vrai que il y a une notion qui est très importante, et là que je rejoins, c'est la notion de popularité, d'appréciation du public pour la prise de risque, pour l'effort, pour la combativité, ce dont a très bien parlé Simon. Et moi, je pense que c'est plutôt vers là qu'il faut aller, on en reparlera dans cette émission, mais ce côté, genre, effectivement, il y a de toute façon, importe le profil du coureur, ce qui va compter, c'est pas tellement des chiffres bruts, mais c'est plutôt les sensations qu'il donne, les, ouais, comment dire le terme, pas forcément les sensations, Les mais émotions, ouais, non? les émotions, Ouais. exactement, c'est le terme que je cherche, excusez-moi. Les émotions qu'il donne au public, au bord des routes ou devant la télé, l'ordinateur, quand tu le regardes, quand il anime une étape. Quelque part, qu'il soit vainqueur ou non, parce qu'on a dit, un baroudeur, c'est aussi quelqu'un qui gagne pas forcément à chaque fois. Donc, cette notion de popularité, de subjectivité, pour moi, est intrinsèque à un classement ou à une récompense de baroudeur. Et de ce point de vue-là, le vote du public, ou le vote d'un jury, par exemple, ou un mix des deux, va déjà dans le bon sens par rapport à un classement qui serait purement, on va dire, à points, enfin purement objectif, avec des points, des récompenses, enfin voilà, une métrique, on va dire. Euh, ouais, ouais. C'est vrai que là-dessus, moi, pour donner mon avis par rapport au prix de la combativité, il y a deux choses. Déjà, je trouve que ça peut être vu comme oh, allez, c'est bien, mon petit gars, tu t'es bien battu, mais de toute façon,
t'es pas, voilà, c'est un peu le lot de consolation qui est vraiment destiné à une certaine catégorie de coureurs. Moi, des fois, je me dis, bah, est-ce que finalement, il faut les récompenser. Alors après, on comprend maintenant que c'est en place, et puis tous les enjeux financiers, parce qu'il y a des primes commerciaux, et puis montrer le maillot, et tout ça, il faut des échappées. Donc finalement, tu as des coureurs qui vont partir à l'avant, et puis peut-être qu'il y aura le prix de la combativité, et finalement, j'essaie quand même d'aller au bout de toute façon, mais c'est pas grave, c'est un peu à l'eau de consolation. Donc je trouve que par rapport aux autres récompenses qui sont attribuées sur les grands tours, celui-là il est un petit peu à part, et aussi comme ça vient d'être très bien expliqué, c'est quelque chose qui est pas objectif et mesurable. Et du coup, des fois, ça prête un petit peu à des débats, et on se dit, ah bah oui, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont mis lui ou lui le plus combatif. Il y a quelque chose que j'aimais pas trop mal, moi. Alors, je dis pas qu'il faut le refaire ou le mettre à la place du prix du combatif. C'était le classement, l'Inter Giro sur le Tour d'Italie. Alors pour expliquer un petit peu ce qu'était l'Inter Giro, parce que ça a été créé en 89 et depuis 2005, 2005, c'était la dernière édition de l'Inter Giro. C'était un petit peu comme les sprints intermédiaires auxquels on est habitué, sauf que il y avait un classement avec des bonifications qui étaient attribuées aux coureurs qui passaient, c'était les 6 premiers qui avaient des secondes de bonification, et au final ça sortait un classement, et il y avait aussi un maillot distinctif qui était un maillot bleu sur le Giro, et t'as même des coureurs qui faisaient l'objectif c'était de jouer l'Inter Giro. Il y avait un peu une petite course dans la course, et une première petite ligne d'arrivée. Alors après, ça a pas tant que ça encore récompensé le meilleur sprinter, hein, parce que sur les 16 éditions, il y a que 4 fois où le maillot cyclamen a aussi remporté l'Inter Giro. Et ça permettait aussi une autre petite course, et je pense que s'il y a un classement comme ça qui un jour est réintroduit en étant pensé pour les baroudeurs, il y a peut-être des choses intéressantes à faire, et ça pourrait être intéressant aussi de les voir un peu se faire la guéguerre devant sur l'Inter Giro, et pas forcément rester sur allez, on y va, on roule le plus longtemps, et puis c'est moi qui soit c'est moi qui ai attaqué en premier dans la journée, donc je suis le plus combatif, soit c'est moi qui résiste le plus. Des fois c'est bon, ça fait aussi causer et passer le temps, et puis ça permet d'avoir une récompense un petit peu plus supplémentaire. Mais moi, il y a le côté un peu subjectif des fois qui me questionne, hein. Je dis pas que c'est mal et qu'il faut l'enlever, mais voilà, en tout cas par rapport à ce prix de la combativité, et puis aussi le super combatif qui est encore c'est encore différent. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, vas-y Simon. Ouais, en fait, moi je pense que les deux sont pas indissociables. Je pense qu'on peut, sur le Giro, c'est un petit peu ça. On peut mettre plusieurs classements entre guillemets pour les baroudeurs. Un classement, un dossard pour le plus combatif de la veille, et puis une sorte d'inter Giro en effet, ou la Fuga. Moi j'aime bien le concept justement du nombre de kilomètres en échappée. Alors Nico était pas entre guillemets trop pour le concept de classement chiffré pour des baroudeurs, mais moi je trouve que ça se fait. Justement, les baroudeurs, ils ont droit à leur classement vraiment précis, et pas seulement basé sur la subjectivité du jury. Donc pour moi, les deux peuvent s'associer dans un même grand tour. Et un maillot distinctif, donc un dossard distinctif pour le combatif, et un maillot distinctif pour celui de la Fuga ou l'Inter Giro. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Un maillot supplémentaire, ça va pas non plus changer la vie de tout le monde. Je pense que même les baroudeurs, ils seraient, je pense, assez heureux de porter ce maillot-là. Je ne sais pas quelle couleur il aurait, s'il était vraiment, beau, en tout cas, si on peut bien le voir à la télé, etc. Mais même par le public, pour les sponsors, un baroudeur qui a un maillot distinctif, qui peut le garder peut-être plus longtemps qu'un maillot de leader qu'il perd au bout de 3 jours parce que les favoris se sont fait la bagarre. Moi, je trouve que ça peut être intéressant, une source de motivation supplémentaire pour les équipes, peut-être même les équipes de sprinteurs, de baroudeurs, de grimpeurs, de leaders,
d'envoyer des mecs devant parce que bon, il y a d'autres classements, mais il y a aussi celui-là à jouer. Et ça peut, à la fin, faire un mec en plus sur le podium à Rome ou à Paris ou à Madrid, quoi. Nico, tu veux rebondir sur ce qui a été dit? Non, globalement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Simon. Et sur cet aspect-là, mais après, moi, j'aimerais bien pouvoir. Je pense qu'on va enchaîner après sur d'autres problèmes parce que il y a plein de façons de récompenser ou d'estimer ou de mesurer des attaquants, des baroudeurs, des combatifs. On l'a déjà dit, mais on va voir que c'est pas si simple dans le cyclisme moderne, mais pour plusieurs raisons. Bah du coup, ouais, je pense que la transition est bien, hein. Je pense qu'on a fait un petit peu voilà, l'état des lieux, expliqué, voilà, principalement ce qui est fait actuellement pour les baroudeurs, pour les récompenser en tout cas sur les grands tours. Bah, je te laisse enchaîner du coup, Nico, si tu veux un petit peu nous dire bah, les premières pistes, les premières idées que tu pourrais avoir pour améliorer un petit peu ces récompenses. Alors déjà, j'aimerais mettre en exergue un point, c'est que ce problème est, on va dire, endémique au Tour de France. Je trouve qu'il est beaucoup moins présent sur le Giro et la Vuelta pour une simple et bonne raison, c'est l'exposition médiatique et le niveau de course donné au Tour de France. On le sait, au Tour de France, c'est la course la plus regardée, cycliste la plus regardée au monde, de très loin, et l'un des événements sportifs mondiaux les plus regardés, au même titre qu'un Roland-Garros, qu'une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe de football, la Ligue des Champions ou les Jeux Olympiques, voilà, d'hiver ou d'été, ce genre de choses. Donc le Tour de France est un monument du sport mondial, pas seulement du cyclisme, hein, du sport mondial. Et il y a des équipes ou des coureurs qui, depuis des années, jouent leur saison dessus. Qui est moins le cas que le Giro de la Vuelta, qui sont des courses importantes, mais donc on laisse beaucoup moins au hasard et on laisse beaucoup moins, on va dire, de miettes sur le Tour de France. Chaque kilomètre sur le Tour de France, pour être devant, pour être à l'attaque, pour jouer n'importe quel maillot, n'importe quelle récompense, va être une guerre absolue. On le voit, le rythme, la tension, les nombreuses chutes qu'on a depuis plusieurs années, une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant, à chaque début de Tour de France, où c'est complètement malade. Parce qu'on sait qu'une victoire sur le Tour de France, ou un maillot distinctif sur le Tour de France, ou un podium sur le Tour de France, ça peut faire une carrière et qu'il n'y a pas 10 000 occasions et que ben voilà, les équipes, les managers mettent la pression, les sponsors mettent la pression, les coureurs eux-mêmes se mettent la pression, les médias nationaux des différents coureurs, à commencer évidemment par les Français, mais également dans tous les autres pays, mettent indirectement la pression sur ces coureurs en disant on va vous suivre, on va parler de vous, on vous soutient, on va diffuser la course, elle est diffusée dans plus de 180 pays, dans des dizaines et des dizaines de langues différentes, en direct, en streaming, en suivi, etc. Tout ça pour dire que par rapport à notre sujet du jour, si on n'adapte pas non seulement les classements, les métriques, les récompenses, mais également les parcours, et notamment le parcours du Tour de France, euh, on aura beau essayer de mettre en valeur les baroudeurs tant qu'on veut, ça ne fonctionnera pas puisqu'il y aura, comme je dis, beaucoup trop d'intérêt. Donc, beaucoup trop d'intérêt. Aujourd'hui, on ne laisse plus rien au hasard. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps, il y a 20-30 ans, il était assez coutumier du fait que même sur le Tour de France, quand des sprinteurs ont déjà gagné, quand le classement général est déjà bien établi, que sur des étapes de transition, même sans difficulté majeure, qui ne sont pas des étapes, on va dire, pour baroudeurs, mais des étapes de plaine ou des étapes légèrement vallonnées, une échappée prennent 10 minutes, 12 minutes d'avance et on dit bon ben allez-y, ceux qui veulent faire la course, allez-y. Nous, on va filocher un peu derrière. Ça a quasiment disparu sur le Tour de France, pas encore sur les autres courses. Sur le Giro, on peut voir encore ça. On a vu d'ailleurs, même rien qu'il y a quelques semaines, on a vu certaines étapes comme ça. Pareil au niveau du Tour d'Espagne, bien entendu, même si les parcours sont encore un peu différents. Et sur le Tour de France, ça a complètement disparu parce que les étapes sont en entier. Et comme j'ai dit, ben, si on a un sprinter qui est en forme et qu'on a une équipe qui peut contrôler, si on s'en fiche qu'il gagne une, deux étapes, hein, et s'il peut en gagner 3, 4, 5, 6, etc., ben, on va continuer, continuer, continuer. Et ça va laisser de moins en moins de place et de possibilités
aux échappées, donc à nos baroudeurs, à nos chers baroudeurs adorés, qu'on essaye de défendre et on va essayer de solutionner leurs problèmes aujourd'hui dans notre émission. C'est un point. Donc, on peut plus, si on veut, mon point, et après je vais vous laisser la parole, mon point, c'est que il y a l'aspect métrique, récompense, maillot, tout ça. Si on veut donner une chance aux baroudeurs et ne pas les envoyer à l'abattoir à chaque étape, etc., il faut limiter un maximum. Je sais qu'on ne peut pas toutes les enlever, hein. Il faut limiter au maximum les étapes complètement plates face au vent. Je ne dis pas qu'on doit faire 8 étapes de montagne, de haute montagne. C'est pas du tout ça mon point. Mais il faut mettre soit des parcours, des passages vallonnés ou des passages avec des chemins blancs, des pavés, des routes qui ne sont pas des grands bouts droits rectilignes, etc., pour donner envie et pour donner un peu plus de chance, même si la chance restera faible, mais au moins un peu plus de chance aux échappés de pouvoir se disputer l'étape. Et ça, je pense que c'est très important, parce que sur des étapes même il faut des miracles. Je veux dire, des étapes d'échappée, c'est quand on commence à avoir des Van Aert ou des Van Der Poel qui partent, qui forcent l'échappée pendant 100 km. Parce qu'on n'a pas encore parlé aussi d'un autre problème, c'est la difficulté, la bataille qu'il faut en général dans la première heure, voire dans la première heure et demie d'une étape, pour des fois prendre l'échappée, tellement même juste être dans l'échappée, c'est ultra important et ultra recherché par les équipes. Donc je pense que c'est un premier point à prendre en compte pour la suite. Simon, je te laisse la parole. Tu peux rebondir si tu veux sur ce qu'a dit Nico et puis nous donner aussi toi les idées que tu as par rapport à récompenser les baroudeurs. Oui, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il y a peut-être trop d'étapes où vraiment les baroudeurs partent déjà perdants. On le voit beaucoup sur le Giro et la Volta, justement, des sortes d'étapes à mi-chemin entre la montagne et l'étape de plat, c'est-à-dire que ça monte un peu, assez pour distancer beaucoup de sprinteurs, mais ça monte pas assez non plus pour donner l'idée aux favoris de se bagarrer. Et c'est généralement sur ce genre d'étape où on dit, bon bah, c'est ni pour sprinter ni pour grimpeur, bon bah, baroudeur, allez-y. Euh, Aussi le fait peut-être pas faire trop d'arrivées en côte, notamment les murs, etc. On sait que ça souvent, ça intéresse quand même au moins les punchers ou parfois certains leaders du classement. Donc voilà, des étapes un peu dures, un peu vallonnées, mais qui sont pas non plus soit trop plates, soit trop difficiles. Et alors j'avais une autre idée, elle est peut-être trop farfelue, elle va peut-être trop loin, mais un peu à l'image de ce qu'il y a eu sur le Giro là, à cause de la chute le jour où il pleuvait. Est-ce que à un moment donné, sur justement ce genre d'étape un petit peu au milieu, ne pas dire aux coureurs, aujourd'hui c'est la 11e étape, c'est pas une étape très dangereuse pour le classement général sur le papier, c'est pas sur le papier pour les sprinteurs, et ben écoutez, on gèle les temps, et c'est juste, vous courez pour la victoire d'étape. Ça va peut-être un peu trop loin, peut-être que ça enlève de l'intérêt pour beaucoup d'autres coureurs, mais au moins, ça inciterait peut-être, notamment les équipes de favoris qui sont toujours là à rouler pour la moindre seconde, à déjà délaisser peut-être une ou deux étapes. Ouais, c'est intéressant, hein, ces idées-là, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on fasse ce genre d'émission, c'était pour essayer d'imaginer des choses. Alors ouais, voilà, dites-nous, hein, cela, vous qui nous écoutez, ce que vous pensez de geler les temps sur une étape comme ça. Moi je sais que c'est pas quelque chose dont je serais forcément favorable, parce que je trouve que pour ceux qui jouent le général, c'est justement, il faut être devant, il faut être attentif, il faut pas se faire piéger tous les jours. Mais après, moi vraiment, sur ce sujet-là, la question que je me pose, c'est: est-ce qu'il faut absolument chercher à récompenser les baroudeurs ? Dans le sens où ça fait un peu il faut récompenser tout le monde, super, c'est l'école des fans, et du coup chacun repart avec son petit truc. Alors c'est pas comme ça dans les faits, parce que sur les 180 coureurs au départ du tour, tout le monde n'a pas la chance de recevoir un prix ou autre, mais je trouve qu'il y a un peu ce côté pour parler du Tour, la plus grande course cycliste du monde, où clairement t'as les meilleurs du peloton qui sont là, et depuis quelques années c'est vraiment ça, c'est vraiment
bah voilà, il y a qu'à voir les 8 coureurs par équipe et puis la qualité justement des, bah, ne serait-ce que des échappés hein, à l'avant. Tu regardes en troisième semaine, les gars qui sont échappés, bah, sur les courses d'une semaine, tu les vois tout le temps parce que ça fait partie des coureurs les plus costauds. Et est-ce qu'il faut absolument aller mettre un prix de la combativité? Ah, c'est bien mon petit gars, tu t'es bien battu, franchement c'est bien, mais dommage, il y en a qui ont été plus forts que toi. Ou alors le désigner à des coureurs que, enfin voilà, l'année dernière sur la 11e étape du Tour de France, hein, donc on s'en souvient, hein, c'est l'étape où Pogačar se fait battre par Vingegaard, hein, où il se fait rattraper. Et bah, c'est Pogačar qui a été le coureur le plus combatif de la journée. Alors oui, c'est sûr qu'il a été combatif, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est un attaquant qui est hyper fort et qui est capable de faire des numéros absolument extraordinaires. Mais du coup, est-ce que l'esprit du prix de la combativité, c'est aussi le donner à Pogačar quand ah bah pas de chance, il a fait ça faisait un peu il a fait deuxième, mais bon quand même il a été offensif et moi je serais presque, je pense que si vraiment j'y réfléchis sérieusement, je supprimerais ce prix, quitte à remettre un Intergiro où t'as toujours le côté quand même de la performance, d'une ligne d'arrivée, de quelque chose qui est récompensé comme ça. Et ouais, enfin, je trouve qu'on est quand même sur du sport de haut niveau et on sait à quel point c'est compliqué et tout ce que ça demande en termes d'investissement et compagnie. Ça, on n'est pas là pour parler de ça et mon propos, c'est pas de dire que bah tant pis pour ceux qui s'arrachent et qui font le job autant que les meilleurs mondiaux et puis qu'on les voit pas. Mais ouais, il y a quelque chose là-dedans qui est un peu d'aller chercher récompenser les combatifs. Alors après voilà, je veux pas mettre de côté et puis les baroudeurs, c'est bien qu'il y en ait. Et je pense que aussi vu la transformation qu'il y a eu sur les 20-30 dernières années du cyclisme où bah voilà, pour les attaquants c'était quand même de plus en plus difficile. C'est aussi pour ça que c'est devenu un petit peu plus populaire bah voilà, d'apparaître. Et puis bah, c'est aussi hyper costaud, hein, les coureurs qui ont eu le prix de la combativité l'année dernière. Enfin voilà, c'est ce que je disais, t'as des gars comme Pedersen, comme Stuyven, Carapaz, Enric Mas, Romain Grégoire, Benilly. C'est du top 50 mondial. Hein. Ah bah voilà, c'est des gens hyper costauds. Donc du coup, ces gars-là, ils ont tous gagné des grandes courses dans leur carrière. Est-ce qu'il faut absolument aller mettre un prix de la combativité pour donner une récompense et une prime à leur équipe sur des coureurs comme ça? Moi, je me questionne vraiment. Je pense qu'il y a deux aspects qui sont en contradiction et qui malheureusement les organisateurs de courses doivent lutter contre, et ça rejoint ton point. C'est que d'un côté, on a des sponsors de plus en plus monstrueux et intéressés qui mettent de l'argent, à coût de dizaines de millions dans des équipes et qui veulent un retour sur investissement. De notre côté, on a des médias et des organisateurs de courses qui veulent du spectacle. Enfin, les spectateurs, ils veulent du spectacle, on veut du panache, on veut que la course de la veille soit pas la même que le lendemain, parce que c'est un peu comme une série, t'as les mêmes acteurs, c'est un peu comme une série Netflix ou une série Amazon, une série télévision de manière générale, t'as les mêmes acteurs pendant 3 semaines, t'as 21 épisodes, plus des fillers avec les journées de repos ou les trucs d'avant-tour et compagnie. Et si si tu revois le même épisode 3 fois de suite, bah, à un moment donné, tu dors ou tu zappes. C'est vraiment un truc d'être humain basique et lié à la société de consommation actuelle. C'est-à-dire que tu as besoin, en tout cas, les organisateurs essaient de chercher à mettre, que ce soit des récompenses, que ce soit des enjeux, que ce soit des parcours ou des choses comme ça, pour créer de l'audimat et que chaque étape, on ait envie de regarder un grand tour, un Tour de France. D'ailleurs, juste te coupe une seconde, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup moins de chronos et beaucoup moins de chronos longs. C'est parce que en fait, les spectateurs regardent beaucoup moins.
C'est con parce que moi j'adore regarder les chronos. Me demandez pas Moi pourquoi, aussi, hein, mais j'adore. nous on doit pas être dans la population visée, On, je pense. on est et les gens qui nous écoutent à Radio Fringale, on est dans le top 5% des gens qui regardent le plus de vélo dans l'année. Et les chroniqueurs de Radio Fringale, on est dans le top 1% des gens qui regardent le plus de vélos et de résumés de courses et de courses en direct et autres, et de déclarations de directeurs sportifs dans l'année. Bref, ce que je veux dire, c'est on a deux forces qui luttent l'une contre elles, qui sont un peu antinomiques. C'est d'un côté, on veut favoriser le spectacle, les attaquants, le fait d'avoir différents scénarios à notre course. Un jour, on peut mettre un sprint massif, l'autre jour, on veut une bataille entre leaders, le lendemain, on veut un terrain pour les échappées, ensuite, on veut un terrain pour le maillot de la montagne, ensuite, on veut un chrono. Enfin voilà, qu'il y a un peu que ça varie, que ce n'est pas toujours le même scénario. Et d'un autre côté, on a des équipes qui, leur problème, c'est pas leur problème le spectacle. Le but, c'est de faire le résultat et on va essayer d'avoir la stratégie la plus efficace possible pour atteindre les objectifs et que si on a 3 fois ou 4 fois ou 5 fois de suite une arrivée au sprint ou une arrivée massive ou que Pogacar remporte 5, 6 étapes dans la semaine ou dans le tour, on va dire, c'est déjà arrivé que le Giro de l'année passée, il remporte 6 étapes, Tour de France et compagnie, ben c'est pas son problème. UAE, il est payé à coups de millions pour remporter des étapes et remporter des courses. Donc à un moment donné, on va pas lui dire non plus ah non, ce serait bien que tu attaques pas aujourd'hui ou que tu fasses pas rouler tes coéquipiers parce que tu comprends là, ça commence à être un peu répétitif ou un peu ennuyant pour le suspense et compagnie. C'est pas son problème. Lui, on lui dit il y a une course à gagner, il va essayer de la gagner si c'est dans ses cordes. Donc c'est compliqué à jongler quand on est organisateur en disant on veut des parcours qui donnent envie aux meilleurs coureurs, aux stars du peloton, qui ramènent de l'audimat. On parle beaucoup de Pogacar, mais il y a également les stars du sprint, les meilleurs grimpeurs ou les meilleurs coureurs de certains pays pour ça, qu'on attire sur nos courses nationales parce que ben, ça crée un peu d'émulation autour voilà, du sport cycliste. Et d'un autre côté, on se dit, mais on veut spectacle. Et on veut du spectacle, on veut qu'il se passe des choses différentes, on veut du suspense, des retournements de situation comme sur le Giro. Et c'est pas forcément en lien. Et les baroudeurs se retrouvent au plein milieu de cette question-là, puisque on leur dit, on essaie, allez-y, à l'attaque. C'est un peu, tu sais, c'est 14-18, genre, allez au front, les mecs. Puis ils se font choper par les balles allemandes, tu vois. Non, mais il y a un vrai côté comme ça, c'est-à-dire, allez au front, allez-y, mais finalement, bah, vous avez aucune chance. Donc, c'est un vrai dilemme. Ouais, bah, je suis vraiment en accord avec ton analyse, Nico, sur le fait qu'il y ait les sponsors d'un côté et les organisateurs de courses d'un autre. Et limite, moi, c'est pour ça que je suis aussi favorable par exemple, ce fameux classement Inter-Giro. On se dit, bon, bah, même si l'échappée va pas au bout, si ils ont au moins atteint le sprint de l'Inter-Giro, du coup, de l'Inter-Tour, je ne sais pas comment on l'appellerait, bah, ils auraient, entre guillemets, quelque part gagné un petit peu leur course. Et moi, je suis quand même d'avis de, de récompenser les baroudeurs, déjà parce que, bah, comme on l'a dit au début, finalement, c'est la catégorie la plus large des coureurs, hein. 85% des coureurs, ou 80, sont équipiers slash baroudeurs. Donc déjà, récompenser la majorité, moi, je pense que c'est quand même euh, une logique. On l'a dit aussi au tout début, c'est eux qui font qui font le spectacle, c'est eux qui animent. Alors si on les empêche vraiment de s'exprimer, si on leur donne pas de récompense, qui va partir devant? Personne. Et en fait, on veut faire du spectacle. Bon, bah, s'il y a déjà que des étapes de plat avec trois mecs devant, c'est pas non plus extraordinaire. Mais alors, si en plus il y a qu'un peloton qui roule juste pendant 180 km, là, c'est encore pire. Et surtout, bah, avant, en effet, les baroudeurs, ils avaient leur récompense. Moi, je pars sur les Tours de France des années 2000. Pereiro, en 2006, il gagne le Tour de France à la base parce qu'il prend, je sais plus combien de temps, il prend plusieurs minutes en échappée. Il a le maillot, il le garde jusqu'à la fin, il gagne le Tour de France. Donc, il a été récompensé. Vaucler, en 2011, il fait quatrième du Tour et à la base, il prend le maillot en échappée, il me semble. Donc, quatrième place, on va dire, du Tour de France, t'es quand même globalement récompensé, t'as vécu une belle aventure. Tu te Aujourd'hui, souviens ça, des c'est plus parcours qu'il y possible. avait?
Tu te souviens du parcours qu'il y avait? Elle était l'étape de Vauclair en 2011, c'est très bien que tu dises ça. Thomas Vauclair l'avait coché parce qu'elle était relativement tôt dans le tour, dans la première semaine, et c'était une étape vraiment casse-pattes Mm. qui était faite pour les baroudeurs, mais elle existait en première semaine. Et je dis de nouveau, je ne dis pas que ce genre d'étape, on doit en avoir 15 sur un Tour de France, mais en avoir au moins une ou deux semaine, que tu sois dans la plaine ou dans la montagne, ça me paraît être un minimum justement pour avoir ce genre de scénario-là. Parce que ce genre d'étape était justement difficile à contrôler pour une équipe de sprinteurs. Elle n'était pas décisive pour une équipe de coureurs du classement général. Elle permettait de faire des écarts et de créer justement la bagarre en début de course pour prendre l'échappée. Parce qu'on savait que ça pouvait aller loin et aller au bout. Et ça donne des courses où en fait, pendant l'étape qui dure 4 heures, 5 heures, 6 heures, bah, en fait, tu es content de la regarder. Parce qu'il va se passer des trucs à chaque heure de course y avoir des attaques, des contre-attaques, des relances, un moment de discussion dans l'échappée en disant on roule pas, qu'est-ce qui se passe derrière, est-ce qu'il y a des problèmes techniques, quelle stratégie va être mise en place, est-ce qu'il y a des équipes qui sont pas représentées à l'avant qui vont devoir rouler, est-ce que l'échappée prend 5, 10, 15 minutes d'avance, voilà, et c'est ce genre d'étapes qui sont géniales à regarder et qui, à certaines occasions, peuvent faire tourner un tour, Simon. Mais il faut que le tracé corresponde. Mais ça, moi, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les grosses échappées de troisième semaine. En général, et même des fois on l'a un petit peu plus tôt, parce qu'il y a ce côté tactique, c'est s'échapper de l'échappée, la fuga de la Il faut fuga. chaque semaine, Adrien. Comment? Je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi, Adrien. Mais il en faut chaque semaine des étapes Eh comme ouais, ça ouais, sur un ouais. Tour de Mais je pense qu'il y a aussi un problème, c'est qu'il n'y a pas que le parcours, il y a aussi le fait que que tu aies des sprinters qui passent de mieux en mieux les bosses et les parcours difficiles. Donc quand tu as des équipes qui ont des gars comme Pedersen, tu sais que on l'a vu sur le Giro, tu sais qu'en fait, même si l'étape est difficile, même si l'arrivée est difficile, on roule quand même pour lui parce qu'il est tellement monstrueux que si on arrive au sprint tous ensemble, il va aller la claquer. Donc je pense que il y a aussi à la fois l'homogénéité du peloton et puis le fait qu'il y ait des coureurs absolument monstrueux comme ça et qu'ils ont une équipe à la planche et puis une fois sur deux quand ils ramènent tout le monde et il arrive à la claquer et c'est pour ça que euh, on a ça de moins en moins. Heureusement qu'on l'a encore un petit peu sur le Tour de France, mais l'année dernière, il y a l'étape que Turgis gagne sur les chemins blancs, qui était voilà, ça c'est de l'étape de baroudeur, ou alors les deux premières avec Bardet et Vauclin qui sont arrivés tôt là pour le coup. C'est génial ça. Mais déjà là, quand t'as Pogacar au départ en montagne, ça n'arrive plus. Ça aussi, c'est quelque chose. On l'a revécu là sur le Giro, donc ça fait plaisir. Et pour moi, en fait, les baroudeurs, ils ont pas besoin d'avoir le prix de la combativité, même pour y aller. En plus, il y a leur sponsor sur le Tour, ils sont tout contents. Le sponsor qui est du monde à l'avant. Et pour le coup, tu vois, sur le Giro, ils ont quand même eu la chance de se disputer des victoires d'étape et on a eu des coureurs qui sont allés chercher leur première victoire en grand tour alors que ça fait un moment qu'on les voit dans le peloton et je pense que l'émotion Trop bien. qu'ils ont à ce moment-là elle doit être juste incroyable. Donc je pense j'ai perdu le nom de celui qui gagne l'étape du Finistré de Alula. Harper. Et voilà, lui ça devait être juste extraordinaire et ça vaut 1000 prix de la combativité. Et Exact. et voilà, De moi nouveau, c'est un problème de parcours, Adri. C'est un problème de parcours parce que tu dois, comme tu l'as dit très bien, et je suis 100% d'accord avec toi, je ne retire rien de ce que tu as dit. Il y a des coureurs qui sont de plus en plus monstrueux, qui connaissent, qui font qui sont on a des sprinteurs qui passent de manière générale, il y a encore des exceptions, mais qui passent très très bien les bosses et les difficultés. Donc, tu peux plus te permettre, ça devrait être interdit à moins de choses spécifiques pour mettre à l'honneur une région, un patrimoine, etc. Je ne remets avec potentiellement un terrain. Je parle des étapes avec un terrain tout plat. Si tu as par exemple des chemins blancs ou des pavés ou des bordures, parce que c'est en bord de mer, mais bord de mer, tu peux pas inventer des côtes, hein, je veux dire, voilà. Mais tu as un parcours qui permet qui convient à un certain type de coureur et ça te permet quand même d'avoir du spectacle. Donc je suis pas pour. Il y a des exceptions pour les étapes toutes plates. Les étapes toutes plates
sans spécificité, avec des grands boulevards, juste comme ça, il ne devrait plus y en avoir. Ça devrait être interdit. Et de nouveau, tu peux faire des étapes tu peux faire des étapes pour les sprinteurs, mais dessinées autrement, avec une bonne chance, pas une chance à 100%, mais une bonne chance à 80, 85, 90% d'avoir un sprint massif ou presque massif. Hein. Si tu as un coureur qui n'est pas en forme, il n'arrive pas à passer une côte 4e catégorie dans le final, ben voilà, mais tu es obligé de durcir un peu les parcours parce que justement, à cause de ce que tu as dit, et de nouveau, si tu as un parcours qui est vraiment, tu as un coureur qui est exceptionnel, type Van Aert, Van Der Poel ou Peterson, qui peut tout faire et qui peut gagner un sprint, voilà, je reprends l'exemple de Peterson. À un moment donné, c'est aussi la stratégie des équipes. Tu peux proposer n'importe quel parcours, c'est toujours les coureurs qui font la course. Ça, c'est une règle absolue dans le cyclisme. Et je m'y tiendrai. Tu peux avoir la plus belle étape de montagne, la mieux dessinée du monde. Si les coureurs ne veulent pas faire la course, eh ben, elle va être, elle va être escamotée. Escamotée, c'est tout à fait le terme. Elle va être escamotée et du coup, ce sera dommage. Et tu peux avoir une étape complètement random qui peut devenir une étape de légende parce que tu as des coureurs type Pogacar, Remco ou n'importe quel autre qui décide à 100 km. Salut! Alors, salut, bisous, bisous, j'aime pas. Tu vois? Donc, c'est la règle absolue. Mais il faut donner au moins à manger un parcours minimum pour que des coureurs, et de nouveau, je te dis pas de mettre 8 Alpes d'Huez, ça n'a aucun sens, mais de donner un parcours qui permette, avec des spécificités, à des coureurs qui ne sont pas des purs spécialistes dans leur domaine, de pouvoir s'exprimer. Et là-dessus, on se rejoint complètement. Mais si tu n'as pas déjà le terrain, déjà quand tu as le terrain de base, c'est pas garanti, mais si tu n'as déjà pas le terrain de base, c'est foutu dès le départ. Et encore, ça s'est amélioré, hein, les parcours, même en parlant du Tour. Non, mais t'en as encore, quoi. Mais on peut encore l'améliorer, mais tu sais, tu mets les parcours de Jean-Marie Leblanc maintenant, là. Ah oui, alors non, là, tu vois, l'enfer. 8 de suite, tu rompiches, je sais pas si l'enfer. c'était d'accord avec ça, mais les parcours des années Armstrong, c'était une les 4 ou 5 victoires de Cipollini à la suite, là, où t'allumais la télé à 3 km de l'arrivée, ça suffisait. T'avais les psychos qui roulaient à bloc, et puis voilà. Cavendish, il s'est bien régalé, quand même. Ouais. Ah, bah c'est clair. C'est clair. Donc oui, c'est sûr, ça s'est amélioré, mais il y a encore d'autres façons d'aller chercher des trucs sympas. Après, comme tu l'as dit, hein, ça reste les coureurs Chignon-Châteauroux, le dimanche 13 juillet, au secours, quoi. Chignon-Châteauroux, au plein cœur de la France. Alors, il y aura des très beaux châteaux hein, pour nos amis de France Télévisions. Ouais, mais si c'est pour écouter Franck Ferrand toute la journée, je sais pas si c'est l'idée du siècle non plus, quoi. Et un dimanche 13 juillet, l'étape de Château. Ouais, pour le coup, ouais, le dimanche, d'habitude, je sais pas pourquoi, là, d'habitude, ils arrivent à nous sortir des belles... Bon, après, il y a le 14 juillet, le lendemain, week-end de 3 jours, je sais pas s'ils se sont dit, allez, on garde la belle étape pour le lundi, mais... puis, tu sais, t'as le dimanche 20 juillet, t'as Muret-Carcassonne, qui est une étape de plaine aussi, hein. Donc... Encore, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Muret-Carcassonne, t'as quand même des côtes de 3e. Oui, c'est accidenté, c'est vrai. C'est encore pas pareil. Mais au moins, il y a quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça va sûrement arriver au sprint. Mais au moins, t'as quelque chose. Mais je veux dire, t'as des Saint-Méen à Laval, quoi. Ouais. Je veux dire, mais t'as pas le droit, quoi. Enfin, je veux dire, on salue les habitants de ces localités-là, en tout cas. Mais allez voir, je vous mens pas. Allez voir, et encore à Laval, ils sont obligés de faire un final légèrement faux plat montant, parce que quand même, on sait pas, il peut se passer quelque chose. Mais je veux dire, mais l'étape, mais c'est à se flinguer. Il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de parcours spécifique, il n'y a pas de circuit, il y a que dalle. Il y a un pauvre sprint intermédiaire à Vitré au bout de 85 bornes. Ouais. Et, je veux dire, t'es baroudeur. Je veux dire, Simon, t'es baroudeur. L'étape, t'as 171 km entre Saint-Méen-le-Grand et Laval. Mais à quel moment tu vas griller une cartouche? Simon, il y va. Simon, c'est l'offensive. 150 km dans l'échappée. Mais au secours, quoi. On sait jamais. Il y a quelques années, Asgreen, il gagne une étape, on se dit, c'est pour les sprinters, et puis finalement, ça résiste. On sait jamais. J'y vais, moi. Ouais, après, c'est cet esprit que j'aime bien dans les baroudeurs, hein, d'une manière plus générale. C'est, en gros, vas-y, j'ai aucune chance, mais j'y vais, quoi. Et puis je tente, et puis j'essaie, et puis je réessaie, et puis je réessaie. Et en fait, tu vois que le jour où ça marche... Je regarde les bronzés, quoi. Vite, tu sens, vas-y, fonce. Je regarde pas le Tour de France, tu vois. Ouais, mais
Ouais, mais du coup, enfin, c'est pour les coureurs, le jour où ça marche, mais enfin, c'est un truc dingue, quoi. C'est un truc dingue. Parce que il y a ce côté de t'essais, et puis enfin, je pense que on fera une émission aussi sur le rôle des équipiers, mais souvent c'est des équipiers hein, qui sont baroudeurs, comme on l'a déjà dit. Et ben, il n'y a pas beaucoup d'occasions de briller. Donc, des fois, tu vois le désarroi, des fois, de certains coureurs qui sont dans le final. Puis en fait, tu vois que ça fait des années qu'ils n'ont pas joué pour la gagne. Et puis que tactiquement, des fois, il y en a qui se foirent. Ou alors, tu sens qu'ils ont. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans les finales entre baroudeurs. C'est le sens de la course. Et tu vois qu'en fait, il y en a qui ont une tactique hyper bien aiguisée. Et puis t'en as, ils vont faire absolument n'importe quoi. Et ça, c'est aussi hyper excitant. Et c'est pas souvent le coureur le plus costaud qui va s'imposer dans ce genre d'étape. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on en aura quand même quelques-unes à se mettre sous la dent sur le prochain tour. Et après, Euh, j'ai encore un dernier ouais, contre-argument avant ouais. que tu donnes la parole à Simon sur un autre sujet. C'est de dire oui, mais Nicolas, si tu mets que des étapes avec des spécificités ou des parcours un peu accidentés ou machin comme ça, il n'y a aucun sprinter qui va venir sur le Tour de France et puis du coup, on n'aura pas le meilleur plateau et puis blablabla. Blablabla. Alors, déjà, c'est le Tour de France, donc comme on l'a dit, les sprinters sont de plus en plus complets, donc ça reste le Tour de France, donc tu auras forcément un plateau incroyable. Et puis, s'il manque un ou deux grands sprinters, bah, c'est pas forcément la fin du monde, quoi. Je veux dire, tu peux pas jamais avoir le meilleur roster possible. Je veux dire, au niveau des coureurs qui sont alignés par les équipes sur les derniers Tours de France, je crois que ça va. On n'a pas tellement à se plaindre, surtout qu'en plus, l'absence de certains grands sprinters sont des fois beaucoup plus liés à la stratégie d'équipe. On va plutôt avoir une équipe qui va être articulée autour d'un leader ou d'un duo de leaders plutôt que autour d'un sprinter, etc. Hashtag Arnaud Démarre à l'époque de Thibaut Pinot, voilà, il fallait faire des choix, mais il y a plein d'équipes dans lesquelles c'est ça, donc c'est pas forcément un choix lié au parcours, et que s'il y a un sprinter qui en dit très complet, mais de plus en plus complet, mais qui dit bah, moi j'ai quand même de la peine dans les bosses et compagnie, ben euh, c'est quand même le Tour de France, donc il va quand même venir, même si il n'a pas forcément 10 000 occasions, parce que même s'il a une chance de gagner une étape sur le Tour de France, ben, ça reste le Tour de France, et que ça fait une carrière d'un coureur, surtout qu'en plus, on dit, oui, il y a des étapes pour les sprinteurs, etc. Il faut pas oublier que dans tous les cas, sauf l'année passée à Nice où c'était particulier à cause des JO, dans tous les cas, il y a de toute façon l'étape des Champs-Élysées, qui est aussi pour les Ah, cette sprinteurs. année, c'est pas dit, hein. Bah non, mais ça, c'est C'est, un petit c'est- peu, voilà, ça évolue, Ouais, mais tu vois ce que Pour je un veux dire. baroudeur cette année. ouais, voilà. Avec les montées à Je parlais Montmartre. historiquement, tu vois ce que je Mais veux dire. historiquement, oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, Tu après, vois, tu peux, ça après, montre tu bien peux que, pas mettre ça montre que bien une étape pour les sprinteurs. Mais moi, je pense aussi comme toi, c'est que les sprinters, ils sont de plus en plus complets et qu'ils passent de mieux en mieux les boss. parce qu'il y a trois comptes que les mecs ils peuvent Et pas qu'il jouer leur faut, chance, quoi. et que du coup, il faut qu'ils s'adaptent aussi. Et puis, il faut qu'ils se bougent le cul et qu'ils passent les boss à un moment. Tu vois, t'es Ouais. sur, t'es sur le Tour de France, tu Ah peux mais pas oui. te dire, bah, on va mettre 5 étapes plates parce que là, quand même, on a 3 4 gros sprinters, ils passent pas trop les boss. Non, c'est l'inverse, c'est eux qui s'adaptent et ils vont travailler aussi d'autres qualités que le pur sprint lancé avec un train devant et puis personne autour et puis je sprint tout droit, quoi. Et la force d'attraction du Tour de France permet de toute façon de dire que même si t'as pas, c'est pas parce que tu vas pas avoir 8 étapes, 8 ou 9 étapes dévolues aux sprinters. Je sais que ça existe plus aujourd'hui dans les Tours de France et que ça a été un peu réduit à 4 ou 5. Mais c'est pas parce que tu vas pas en avoir 6, 7 dévolus aux sprinters qui vont pas venir. Même si tu en as que 3 ou 4, ils vont quand même venir et ça va permettre Oui. d'avoir un plus grand nombre de coureurs qui vont pouvoir jouer leur course, etc. Mais on parle des sprinters, des sprinters, des sprinters. Ça joue également, ça me permet de terminer là-dessus, en tout cas mon propos par rapport au parcours. On compare ça à autre chose. Mon propos s'applique également aux étapes de grimpeurs. On ne peut pas avoir, comme cette année le Tour de France, on en reparlera quand on fera l'émission, on ne peut pas avoir 5 arrivées au sommet avec des étapes comme ça, parce que tu te dis, mais à quel moment le baroudeur, ou alors il faut que l'étape soit longue et très, très difficile avant, et puis que ouais, tu termines dans une station, mais enfin, un baroudeur peut quand même avoir sa chance. Si tu as juste un petit col avant pour partir, puis après une arrivée au sommet monstrueuse, tellement facile à contrôler, et puis tu sais que les leaders au général vont vouloir l'avoir parce qu'il y a les bonifications, parce qu'il y a les machins, les trucs comme ça.
Donc du coup, mon argument, c'est pas uniquement pour les étapes de sprint, hein. C'est aussi pour les étapes vraiment trop difficiles ou alors trop caricaturales pour les meilleurs grimpeurs. Bien sûr qu'il en faut. Tu vois, un petit Mont Ventoux de temps en temps, ça fait plaisir. Et puis souvent, les mecs peuvent partir de loin. Et puis c'est quand même un baroudeur qui arrive à gagner au Mont Ventoux. CF Van Aert, CF Richard Virenque, ce genre de coureurs-là. Garaté, comme ça, Ah, qui ouais, peuvent gagner. Mais ça doit aussi être équilibré dans ouais, l'étape de Riblon montagne. à l'Alpe d'Huez, des trucs comme ça, quoi. Ouais, bah oui. Tu vois, donc ça me paraît important d'avoir des parcours où aussi soit suffisamment difficile, mais non plus pas trop, et qui permettent tu vois, que les équipes de leaders se disent, ah, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas assez difficile pour faire des écarts. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec Pogacar, dès qu'il y a la moindre bosse, lui, il décide de faire salut, bisous, bisous. Mais le problème, c'est que, bon voilà, mais sinon, en général, tu vois, tu mets un Vingard sur une course par étape, par exemple. Prenons un autre exemple, il n'y a pas Pogacar. Je suis pas sûr que dans la côte de Santa Lucia l'année passée, il en mette une. Et donc, du coup, bah, c'est super pour un Vauclin ou un truc comme ça. Mais là, on a eu de la chance qu'il ait suffisamment d'avance et que la course ait été difficile avant et qu'il soit très en forme pour qu'un baroudeur l'emporte, comme Kevin Vauclin sur ce genre de profil. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir ce genre de parcours qui permettent à différents types de coureurs de s'exprimer, plus ou moins fort en montagne, plus ou moins fort en résistance et en endurance, plus ou moins fort sur des types de classiques et compagnie et compagnie. Donc, c'est important d'avoir des trucs variés. Ça fait partie de l'identité d'un grand tour pour moi d'avoir un parcours le plus varié possible. Simon, si tu veux rebondir et puis toi aussi nous donner un petit peu les pistes et les idées que tu aurais encore à amener. Mm. Oui, bah pour rebondir sur ce qu'a dit Nico, oui, pour les étapes de plat, je pense que par exemple, si on me dit, allez, il y a 4 étapes très plates pour les sprinteurs, et ensuite 3-4 où les deux baroudeurs et sprinteurs ont leur chance, moi c'est quelque chose qui m'irait complètement. Concernant les étapes de montagne, là où ça peut être intéressant, c'est en effet arrêter de faire que des arrivées au sommet. Et pour favoriser des baroudeurs, pourquoi pas faire une étape avec 3 ascensions, peut-être première ou hors catégorie, mais le dernier sommet est à 30 bornes ou peut-être un peu plus loin, 40 bornes de l'arrivée, qui du coup peut-être freine un peu les équipes de leaders qui se disent ah ouais mais bon même si on fait la différence dans la dernière montée derrière il y a encore peut-être 30 km de descente puis de vallée donc c'est pas l'idéal pour attaquer et là de ce coup-là peut-être que les baroudeurs ont la chance d'aller au bout parce qu'on prendrait pas les choses en main. Autre chose, alors c'est un détail hein, peut-être, mais on n'a pas parlé du maillot du meilleur grimpeur qui pour le coup on pourrait considérer que c'est pour les baroudeurs à la base. Mais ces dernières années, c'est aussi parfois le vainqueur du Grand Tour qui l'emportait parce que justement, il y a plein d'arrivées au sommet, puis il prend les points aux arrivées au sommet. Et même si je pense pas que ça influence le fait que les baroudeurs se disent ah oui, mais Pogacar il va gagner au sommet, donc je vais pas partir en échappée parce que ça sert à rien que je prenne des points. Mais quand même, peut-être le fait de réduire les points sur les arrivées au sommet, rien que ça permettrait déjà aux baroudeurs d'avoir quasiment la garantie d'être sûr que ce Mm. soit un baroudeur qui gagne le maillot à poids et pas forcément le vainqueur du grand tour, comme c'est le cas un peu une année sur deux maintenant. Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça, en fait, ça dépend de comment est-ce qu'on définit ce maillot à poids. Est-ce qu'on veut que ce soit le classement du meilleur grimpeur ou est-ce qu'on veut que ce soit un classement de baroudeur? Mais effectivement, on n'en a pas parlé, mais voilà, il y a des coureurs, tu vois, autant Anthony Charteau qui a remporté le maillot à poids, et bah oui, pour le coup, c'est baroudeur, quoi. Donc c'est effectivement des pistes, pourquoi pas, à repenser un peu tous ces classements annexes, mais ça on pourra hein, pourquoi pas aussi, dites-nous si vous êtes intéressé, faire un contre-attaque spécial classement du meilleur grimpeur et maillot à poids, parce qu'il y a aussi beaucoup à en dire, et notamment avec l'évolution des barèmes qu'il y a eu. Bah avant qu'on puisse conclure cette émission, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à notre sujet du jour? Moi, c'est bon de mon côté. Ok,
Et Bon, bah, je crois qu'on a fait un peu, le tour, Adrien, et ouais. puis surtout on attend vos suggestions par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous plairait? Parce que je crois que le plus important, si on veut que le sport cycliste soit le plus valorisé, regardé, etc., on peut pas toujours avoir 100% de spectacle. On aura forcément des étapes où il va se passer moins de choses que d'autres. On peut pas exiger, même sur une course aussi populaire que le Tour de France, on peut pas exiger 21 jours de spectacle absolu dont on va se souvenir. Il y a forcément des moments hauts, des moments bas, mais il faut permettre à toutes les équipes et à tout. Après, c'est la course qui détermine, hein. Si on a les jambes, on n'a pas les jambes, voilà. Mais au moins que toutes les équipes puissent avoir quelque chose à jouer, pas forcément être récompensées, comme je te dis. Ben, la récompense, ça vient aussi pour les meilleurs ou ceux qui ont été les plus malins, les plus méritants et compagnie. Mais c'est important qu'elles aient au moins toutes une chance de dire, je viens pas sur Tour de France juste pour faire de la figuration et la pub pour mon sponsor. D'un point de vue sportif, j'ai un intérêt aussi à le faire. Et certaines équipes qui n'ont pas forcément ni un grand sprinter, ni un grand leader pour le classement général, ni des coureurs dans le top 15, top 20 mondial qui vont pouvoir, sur n'importe quel parcours un peu difficile, être dans les meilleurs, c'est aussi important qu'elles aient des objectifs avec un classement inter-Giro, avec un maillot de la montagne, une possibilité de victoire d'étape, un classement du combatif ou que sais-je. Pour valoriser les efforts, parce qu'au final, on oublie de le dire, mais qu'on soit baroudeur ou qu'on soit un autre coureur d'un grand tour, les 3500 bornes, vous les faites pareil. Vous les faites peut-être pas tous à la même vitesse ou dans les mêmes conditions, mais ils les font tous. Et donc, quelque part, ils doivent avoir au moins avec l'exploit et l'honneur d'un côté, mais la difficulté que c'est de l'autre de participer à une course comme le Giro, le Tour de France ou la Vuelta, c'est d'avoir au moins la possibilité, si les jambes le permettent et si la stratégie d'équipe le permet, d'avoir la possibilité de s'exprimer ou de courir pour quelque chose. Après, ça passe pas. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Mais, mais tu vois ce que je veux dire, Adrien? Ça me paraît, c'est un élément de conclusion, ça me paraît important d'avoir ça pour après inciter. Et naturellement, ça va créer des situations ou du spectacle où il va se passer quelque chose et où ça va pas être un peloton qui roule groupé rompichette pendant 180 km et puis en fait on n'a qu'à regarder les 5 derniers kilomètres puis on a tout vu de la course. Ça passait à l'époque. Aujourd'hui, avec le monde média actuel et comment est consommé le sport et le divertissement, ce n'est plus possible parce que personne ne va regarder, à part les aficionados, etc., ou les gens qui n'ont rien d'autre à faire. Mais c'est plus possible pour la publicité du sport cycliste. Alors après, bon, on ne peut pas empêcher les coureurs de faire ça, mais disons qu'au moins si on leur met, que ce soit dans les règlements, via les sponsors, ou dans le parcours, ou dans ce qui est proposé, dans les choses à aller chercher ou pas aller chercher, si on leur met quelque chose à manger, ils iront plus facilement au turbin, les gars. Eh bien, messieurs, merci pour cette émission, pour vos analyses, pour vos idées également. Donc, comme ça a été répété, n'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, à partager votre avis, à également voilà, nous mettre un petit pouce si l'émission vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très rapidement parce que le Tour de France arrive. On a forcément de très belles previews qui vont être faites pendant ce mois de juin. Et puis il y a aussi le Dauphiné qui a lieu, qui va avoir lieu bientôt. Là, on enregistre juste avant le départ, donc il y aura déjà de quoi se mettre plein de bonnes choses sous la dent. Et puis, bien évidemment, messieurs, quand on est baroudeur, on passe de longues heures sur la selle à l'avant, sur un effort important. Il faut bien évidemment penser à s'alimenter, car la fringale guette. Allez, merci beaucoup, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut tout le monde.